Je pense qu'on va être bon pour commencer. Je sais que Samuel a beaucoup d'informations à nous partager ce soir. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Rima Kamal. Je suis la responsable régionale pour le Québec chez Cancer de l'ovaire Canada. Et ça me fait vraiment plaisir que vous soyez avec nous ce soir. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Roxane Lessard-Urtubise, pharmacienne chez Larivière Mascotte, et Samuel Pinsonneau, étudiant en quatrième année de pharmacie au doctorat. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Roxane et à Samuel. Merci beaucoup, Renuma. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Roxane Lessard-Urtubise. Donc, comme Renuma a dit, je suis pharmacienne à la pharmacie La Rivière et Mascotte. Dans le fond, je voulais profiter de l'occasion en fait, pour vous dire un petit bonjour avant la présentation de Samuel, puis aussi un peu vous expliquer le contexte dans lequel Ovaires Canada nous a demandé de faire la présentation ce soir. Dans le fond, je voulais simplement, c'est quoi la pharmacie? La Rivière et Mascotte, c'est une pharmacie d'expertise en oncologie, entre autres, qui offre les services en collaboration avec toutes les pharmacies du Québec. Dans le fond, on est spécialisé dans les traitements oncologiques, entre autres, et les autres traitements plus complexes qui nécessitent des traitements, des suivis particuliers comme les suivis de prise de sang, des suivis par exemple, de gestion d'effets secondaires ou encore des suivis d'assurance, vu que c'est des médicaments qu'il y a souvent une certaine complexité autour de tout ça. Donc, nous, on travaille on travaille en tandem avec vos pharmaciens près de chez vous. Donc, c'est un peu comme le principe qu'un médecin famille va référer un médecin spécialiste pour certains traitements. Donc, c'est un petit peu dans ce modèle-là qu'on veut se présenter. Donc, si jamais vous aimeriez avoir un service de ce type-là, vous pourriez nous appeler pour avoir plus d'informations, par exemple, pour voir si ça pourrait vous convenir. C'est simplement pour faire une petite mention pour ça. Puis, dans le fond, je vais laisser la parole à Samuel pour la suite. Bonjour, je vais juste me centrer. Donc, moi, c'est Samuel. Donc, je suis étudiant en pharmacie, étudiant finissant. En fait, c'est ça. Ça veut dire là, que pour moi, la ligne d'arrivée, elle approche vraiment bientôt. Donc, il me reste exactement 73 jours avant de finir mon dernier cours de pharmacie. Puis, je devrais avoir ma licence là, fin juin, si tout va bien. Ça a été tout un périple de mon côté. J'ai dû surmonter beaucoup de défis. Mais c'est un défi, là, il y a plusieurs défis aussi qui m'attendent dans le futur, mais j'appréhende ça, j'attends ça avec beaucoup là, d'excitation, mais un peu de stress aussi. Fait que je pense que c'est quand même encourageant là, quand je pense qu'il y a à peine là, 3 ans, je me promenais avec mon sarrau blanc en pharmacie, puis les personnes me posaient des questions sur leur santé, puis je vous dirais, là, je ne pourrais pas vraiment répondre à leurs questions. Donc aujourd'hui, je vois qu'il y a eu une belle progression. Je suis vraiment mieux placé là, pour aider le monde. Puis c'est quelque chose qui m'encourage beaucoup là, dans la profession que je vais faire. Puis je vais essayer, là, à travers la présentation, un peu de promouvoir le rôle du pharmacien, vous allez voir, pour essayer un peu de promouvoir là, tout ce qu'on peut faire, tous les rôles qu'on a dans le système de la santé. Avant de commencer, dans le fond, j'aimerais remercier là, la Fondation du cancer de l'ovaire du Canada, particulièrement Renuma, là, qui a rendu cette présentation-là possible. Dans le fond, c'est une super responsable là, qui est passionnée puis qui est vraiment dynamique. Puis aussi Roxane qui m'a aidé pour la présentation. On a révisé ça ensemble. Merci d'être là pour terminer. Là, merci de m'écouter aujourd'hui. Pour commencer, en fait, j'avais fait un petit sondage pour savoir qu'est-ce que vous pensez en fait du rôle du pharmacien dans le système de la santé. Donc, est-ce que vous pensez que le pharmacien est habilité à donner des conseils de santé? Donc, c'est un petit sondage que vous allez pouvoir répondre sur Zoom directement. Laissez-moi juste le relancer. Donc, dans le fond, c'est des réponses qui sont anonymes. En fait, vous répondez si vous êtes d'accord que le pharmacien est habilité à donner des conseils de santé. Puis la deuxième question, c'est pour les patients qui sont plus là, qui ont le cancer. Donc, est-ce que vous voyez une différence entre les deux? Est-ce qu'on peut répondre? Ouais.
Êtes-vous d'accord avec ça? OK. Donc, je ne vais pas laisser le sondage trop longtemps. En fait, j'ai quelques réponses là, qui sont rentrées. Donc, le monde en général sont soit en accord ou tout à fait d'accord. Donc, c'est bien. Ça montre qu'on a une bonne confiance envers nos pharmaciens ou vous vouliez me faire plaisir aujourd'hui. Donc, en fait, c'est ça. Dans le fond, je voulais un petit peu promouvoir justement tout ce qu'on peut faire. Premièrement, bien, on a un grand rôle au niveau du triage. Donc, si jamais on a un problème de santé quelconque, puis qu'on ne sait pas trop vers où on devrait s'enligner. Donc, est-ce que c'est un cas qu'on va plus à l'urgence ou c'est plus un cas qu'on peut aller au médecin, mettons, dans les 2-3 prochains jours ou, mettons, le pharmacien peut prendre ça en charge directement lui-même en pharmacie. Donc, pour ce genre de questions-là, ben, on est super utile. Ensuite de ça, bien évidemment, on fait un bon pont entre le patient et le médecin. Donc, généralement, on a un accès plus facile au médecin. On peut lui dire qu'est-ce qui se passe sur le terrain avec les patients. Puis, dernièrement, bien, il y a beaucoup aussi de lois qui ont été introduites, donc qui permettent aux pharmaciens là, de prescrire différents traitements, même de commencer des traitements sans diagnostic. Donc, c'est plein de choses différentes qu'on peut faire. Également, tu sais, là, j'avais le deuxième volet de la question qui était plus par rapport aux pharmaciens, par rapport aux patients qui ont un cancer. Donc, tu sais, je vais être honnête avec vous, c'est sûr que les traitements pour le cancer, ils sont extrêmement variés. Souvent, ils vont avoir plus d'effets secondaires. Donc, ça va être des trucs qui vont demander beaucoup plus de suivi, qui ne vont pas être dans l'expertise de tous les pharmaciens. C'est un petit peu inégal à ce niveau-là. En fait, ça rend les services comme la pharmacie les mascottes et les autres pharmacies là, qui sont spécialisées en oncologie, super intéressant parce que les pharmaciens qui travaillent là, en fait, ils ont vraiment ce réflexe-là, donc ils peuvent donner des bons conseils. Ceci dit, n'importe quel pharmacien en général, je suis vraiment confiant qu'il possède beaucoup de connaissances et d'outils pour pouvoir bien orienter les gens et pour donner des bons conseils de santé. Donc, en gros, le message à retenir, c'est utiliser-les le plus possible. Les pharmaciens sont accessibles puis ils ont beaucoup de connaissances. Donc, voilà. Donc, on va commencer avec la présentation. Premièrement, en fait, je voulais parler du cancer de l'ovaire, juste présenter brièvement, surtout les facteurs de risque. Des fois, on se demande un peu pourquoi on a eu le cancer. Également, je voulais parler en deuxième lieu du diagnostic et de la chirurgie. Je vais passer un petit peu plus brièvement là-dessus, juste parce que ce n'est pas mon champ d'expertise, c'est plus le médecin qui s'occupe de ça. Ensuite de ça, bien, le gros de la présentation, évidemment, ça va être sur les traitements médicamenteux. Donc, quels traitements existent, c'est quoi leur indication, c'est quoi leur efficacité, quels sont leurs effets secondaires, puis comment on gère les effets secondaires. Donc, on va passer beaucoup de temps là-dessus aujourd'hui sur comment prendre en charge les effets secondaires. Ensuite de ça, bien, il y a quelques autres sujets là, que je voulais toucher avant de terminer la présentation. Donc, j'avais un deuxième petit sondage. Celui-ci, en fait, c'est plus pour apprendre à vous connaître, vous, pour savoir qui est dans mon auditoire, parce que j'arrive un petit peu à l'aveugle. Donc, ça va me permettre un petit peu d'orienter peut-être ma présentation. Donc, je vous envoie ça. Vous allez pouvoir répondre. Et encore une fois, c'est anonyme, là, toutes les réponses. OK. Fait que, en fait, c'est intéressant, là, par rapport à depuis combien de temps vous savez que vous avez le cancer de l'ovaire, c'est vraiment très varié. Donc, c'est le fun de savoir là, qu'il y a du monde à tous les niveaux, dans le fond, dans le processus qui s'intéresse là, à la présentation. Donc, si on va le souhaiter, là, que je vais pouvoir vous apprendre une ou deux choses dans la présentation. Puis, au cours de la présentation, dans le fond, je vais prendre des questions pour qu'on garde ça un peu interactif. Si jamais vous ne voulez pas prendre la parole, il y a aussi le chat. Donc, voilà. Puis, à la fin, bien, je prendrai d'autres questions là, si jamais il y a des choses que je n'ai pas eu le temps d'adresser.
je préfère vous avertir, j'avais comme une présentation de 2 heures que j'avais préparée initialement. J'ai dû quand même couper une couple de choses. J'en suis resté vraiment à l'essentiel parce qu'on avait plus comme 1 heure que 2 heures. Mais c'est ça, si jamais il y a des choses que je ne touche pas, ben, ça va me faire plaisir là, d'en parler à la fin. OK. Donc, pour ce qui est du cancer de l'ovaire, en fait, en quelques chiffres, c'est 3000 nouveaux cas par année au Canada, dont 720 au Québec. Puis la probabilité d'avoir un diagnostic au courant de sa vie chez les femmes canadiennes, c'est une femme sur 75. Donc, pour ce qui est, dans le fond, des facteurs de risque, comme je disais, des fois, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui nous a amené là, qu'est-ce qui a pu causer ça, puis comment on pourrait le prévenir dans le futur chez, par exemple, les membres de notre famille. Donc, on sait que le cancer de l'ovaire, premièrement, c'est associé à, ça va être plus fréquent en fait chez les femmes qui ont un nombre d'ovulations plus fréquent dans leur vie. Donc ça veut dire, par exemple, les femmes qui ont leurs règles plus tôt et qui ont leur ménopause plus tard, généralement, ils vont avoir un plus grand nombre d'ovulations. Également, si on n'a eu aucune grossesse dans notre vie, mais ça veut dire qu'on a passé un plus grand temps dans notre vie à ovuler. Donc, à chaque ovulation, dans le fond, on a un risque augmenté de cancer de l'ovaire, en gros. Il y a aussi, dans le fond, la contraception hormonale qui est un facteur protecteur assez important. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que depuis les années 80, en fait, l'incidence du cancer de l'ovaire est en diminution constante. Puis, on pense que ce serait dû, dans le fond, à l'utilisation grandissante de contraception hormonale. Donc, pour ça, en fait, c'est une bonne chose. L'âge, évidemment, est un facteur de risque. Souvent, ça va arriver surtout chez les personnes âgées de 50 ans et plus. Il peut y avoir des femmes plus jeunes qui sont atteintes de cancer de l'ovaire. Généralement, ça va être différents types de cancers, en fait, des cancers particuliers, que je devrais dire, ou c'est plus relié, en fait, à un facteur génétique. Fait que, justement, dans le fond, il y a plusieurs gènes qui existent qui sont reliés au cancer de l'ovaire. Il y en a un en particulier qui est super connu, qui est le BRCA, que je vais parler. Puis, voilà, avoir des antécédents familiaux, évidemment, c'est un facteur de risque. Le fait d'être obèse, de fumer et sédentaire, évidemment, c'est relié à un risque augmenté de cancer de l'ovaire. L'hormonothérapie, en fait, c'est relié à un risque faible de cancer de l'ovaire. Donc, quand je parle d'hormonothérapie, juste pour être clair, en fait, c'est les hormones, donc l'œstrogène qu'on donne pour traiter des symptômes de ménopause, donc comme des bouffées de chaleur souvent. Donc, c'est super efficace pour ça, mais il y aurait théoriquement, selon ce qu'on voit, selon les données qu'on a, un risque faible de développer un cancer de l'ovaire. Ceci dit, on ne va pas arrêter de prescrire l'hormonothérapie pour cette raison-là, mais si on a chez quelqu'un, par exemple, qui a beaucoup de facteurs de risque, comme il y a beaucoup de cancer de l'ovaire dans sa famille, ou il y a, mettons, quelqu'un de fumeuse, bien à ce moment-là, on peut se garder peut-être plus une gêne là, pour éviter d'augmenter les facteurs de risque. Donc, l'hormonothérapie, plus ou moins clair, probablement un risque faible. Également, il y a plusieurs autres facteurs de risque qui sont possibles. Pour ce qui est des mutations là, que je parlais tantôt, en fait, la plus connue, c'est la mutation des gènes BRCA. Ça va être présent chez à peu près 25% des femmes qui ont un cancer de l'ovaire. Donc, en fait, la BRCA, c'est un gène qui est suppresseur de tumeurs. Et quand on a une mutation à ce gène-là, en fait, on a plus de chances d'avoir un cancer au niveau des ovaires. Il y a aussi plus de chances d'avoir un cancer du sein, de la prostate aussi, puis probablement il y a un lien avec le cancer du pancréas et de l'estomac. Donc, c'est un gène qui est très, très important là, à dépister quand on a un cancer de l'ovaire parce que, d'un, ça va permettre d'enligner le traitement. Donc, il y a des médicaments particuliers qu'on peut prescrire pour ça. Puis également, puis je vous dirais le rôle le plus important, c'est au niveau de la prévention. Donc, quand on détecte cette mutation-là, on va vouloir faire les tests génétiques chez les membres de la famille pour pouvoir prévenir les différents types de cancers. Souvent, chez les femmes qui ont cette mutation-là, on va recommander en fait une ablation des ovaires et des trompes de Fallot à un certain âge. Je voulais un peu mentionner aussi au niveau là, des stades du cancer.
Donc, vous le savez probablement, mais on a 4 stades de cancer. Donc, le stade 1, c'est un cancer qui est vraiment localisé dans les ovaires et dans aucun autre organe. 2, 3, ça s'étend de plus en plus. Puis rendu au stade 4, mais c'est un cancer qu'on appelle métastatique. Donc, on va avoir des cancers qui vont se former là, ailleurs dans le corps. Donc, ça peut être, par exemple, au niveau du foie ou des poumons ou du cerveau. Donc, évidemment, plus on est dans un stade avancé, plus c'est difficile à traiter, moins on a de chances d'avoir une rémission complète du cancer. Pour ce qui est du cancer de l'ovaire, en fait, le plus souvent, ça va être diagnostiqué au stade 3. Donc, c'est un problème là, avec ce cancer-là. Il est souvent diagnostiqué à un stade beaucoup plus avancé. Pour ce qui est de la chirurgie, en fait, il y a tout un processus avant de se rendre à la chirurgie puis au diagnostic officiel. Donc, souvent, ça va commencer avec certains symptômes, puis après ça, on va aller voir notre médecin de famille qui va référer en oncologie. Puis l'oncologue, en fait, il va décider si on a vraiment un bon doute qu'il s'agit d'un cancer de l'ovaire, bien, il va faire une chirurgie qu'on dit cytoréductrice. Donc, ça, c'est souvent la première étape. Donc, la chirurgie cytoréductrice, le but, bien, en fait, il y en a deux. Le premier, c'est de retirer la plus grande masse possible de tumeurs. Donc, le but, c'est qu'il en reste le moins possible après l'opération. Donc, on essaie de réduire la tumeur. Plus la cytoréduction est complète, plus elle est optimale, plus c'est associé à un bon pronostic. Le deuxième but, en fait, de la chirurgie, c'est de faire la stadification du cancer. Donc, en venant opérer, souvent, ça va permettre en fait de visualiser un petit peu mieux l'étendue du cancer, quels organes sont atteints, puis ça permet de donner un stade. Puis en même temps, on pratique souvent une biopsie. Donc en faisant la biopsie, ben, c'est comme un petit bout de cancer qu'on vient prélever, puis on fait un test là-dessus, puis ça permet de déterminer là, de quel type de cancer il s'agit. Donc, est-ce que c'est un cancer épithélial ou un cancer stromal, par exemple? Puis ça va permettre là, d'adapter le traitement en fonction de ce qu'on trouve au niveau de la biopsie. Je voulais parler un petit peu de chimiothérapie néoadjuvante parce que j'ai dit que souvent la première étape, c'est la chirurgie. Chez certaines personnes, on va vouloir faire de la chimiothérapie avant la chirurgie, donc la chimiothérapie néoadjuvante. Le but de la chimio néoadjuvante, c'est de diminuer la grosseur de la masse, en fait, avant la chirurgie pour permettre à la chirurgie d'avoir une cytoréduction plus optimale, puis au bout de la ligne, avoir un meilleur pronostic. Donc, souvent, on va avoir chez ces personnes-là quand même un régime de chimiothérapie, même après la chirurgie. Donc, à ce moment-là, par opposition, on va parler de chirurgie, de chimiothérapie adjuvante, donc après. Voilà. Donc, on rentre dans la partie plus traitement médicamenteux. Je veux savoir, est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent dans le chat? Il n'y a aucune question pour le moment. Parfait. Alors, je répète, si jamais vous avez des questions là, à n'importe quel moment, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et ça va nous faire plaisir d'y répondre. Oui, exactement. Fait que c'est ça, dans le fond, on est rendu au traitement médicamenteux qui va prendre la grosse partie de la présentation. J'ai décidé aujourd'hui de parler seulement de chimiothérapie puis d'inhibiteurs des PARP, donc Lynparza et Zejula. Sachez qu'il y a quand même d'autres traitements qui existent qui ne rentrent pas dans ces deux catégories-là. Donc, on peut utiliser des traitements hormonaux comme le tamoxifène et le mégestrol. Ça, souvent, ça va être utilisé dans des cancers un petit peu plus avancés qui ne seront pas éligibles à la chimiothérapie. Il y a aussi le Avastin qui est utilisé souvent dans des cas de récidive, donc pas sensible aux platines. Donc, le Avastin est quand même pas mal utilisé. Je n'en parlerai pas aujourd'hui. Si vous voulez qu'on en parle après, on pourra le faire. Là, ça va me faire plaisir. Donc, on va commencer en fait avec la chimiothérapie. OK. Donc, la chimiothérapie, en fait, le principe, c'est qu'on donne des médicaments, souvent par voie intraveineuse. Donc, dans le cas du cancer de l'ovaire, c'est souvent intraveineuse. C'est souvent 2 médicaments en combinaison. Donc, le plus fréquent qu'on va voir, c'est le carboplatin et le Taxol, aussi appelé paclitaxel pour son nom générique. Fait que ces 2 médicaments-là, ça va vraiment être souvent le point de départ pour le traitement de la plupart des cancers de l'ovaire. Il y a quelques exceptions encore là. Je ne pourrais pas tout mentionner les régimes qui existent.
Dans le fond, le principe de la chimiothérapie, c'est un médicament qui est toxique pour les cellules du corps, qui va s'attaquer aux cellules pour les tuer, puis il va s'attaquer préférentiellement aux cellules cancéreuses parce que ces cellules-là se répliquent très, très vite. Le but, c'est vraiment de venir diminuer la masse du cancer pour éventuellement là, avoir un cancer qui ne se réplique plus du tout. Malheureusement, là, la chimiothérapie, oui, ça va s'attaquer aux cellules cancéreuses, mais ça s'attaque aussi aux cellules saines du corps, donc les cellules normales, ce qui va provoquer des effets secondaires. Donc, je vous dirais, en chimiothérapie, c'est toujours de trouver un équilibre entre tuer le plus de cellules cancéreuses pour avoir la meilleure efficacité possible, mais aussi épargner le plus de cellules normales possible pour limiter la toxicité au final. En fait, la chimiothérapie, ça va toujours être administré en cycle. Donc, ce que je veux dire par là, dans le fond, ça va être soit, par exemple, une dose aux 3 semaines ou une dose aux semaines. Puis ça permet au corps, en fait, de récupérer de la toxicité parce que si on en donnerait à tous les jours, en fait, le corps pourrait juste pas tenir puis on tuerait la personne assez rapidement. Donc, c'est pour ça qu'on va donner, par exemple, des régimes de 6 cycles de 21 jours, donc où la chimiothérapie va être donnée aux 21 jours 6 fois, ou 18 cycles de 7 jours. Ça, c'est le plus fréquent. Le Taxol et le carboplatin ne vont pas toujours être donnés ensemble. Comme par exemple, dans certains régimes, on va voir du Taxol et du carboplatin aux 3 semaines. Mais il y a certains régimes aussi qu'on va avoir du Taxol à tous les semaines puis du carboplatin seulement aux 3 semaines. Donc ça dépend vraiment de quelle maladie on a, des préférences de l'oncologue aussi. Ça dépend aussi de la personne. Donc, quel type de cancer elle a? Est-ce que c'est une personne qui est très âgée, très fragile? Donc, à ce moment-là, vous aurez compris qu'on ne donne pas une chimiothérapie très, très intense. Puis également, comment est-ce que la personne a réagi au traitement dans le passé? Donc, c'est toujours, comme je disais, un équilibre à trouver là, pour le patient. Donc, qu'est-ce qu'il tolère puis qu'est-ce qui est efficace? Je voulais introduire, dans le fond, les concepts de chimiothérapie curative versus palliative. Donc, quand on parle de chimiothérapie curative, c'est qu'on a un espoir d'éliminer le cancer complètement. Donc, le but, c'est vraiment de l'éliminer. Souvent, ça va plus s'appliquer au stade précoce, donc qui vont être possibles d'aller chercher le gros du cancer, la grosse majorité du cancer avec la chirurgie. Il y a aussi la chimiothérapie palliative qui va s'appliquer dans la plupart des cas en cancer de l'ovaire, dû au fait justement qu'on va le diagnostiquer beaucoup plus tard souvent. Là. Dans la plupart des cas, c'est le stade 3 qu'on diagnostique. Dans la chimiothérapie palliative, en fait, on sait qu'on va vivre avec le cancer pour le restant de nos jours, mais le but, c'est vraiment d'augmenter l'espérance de vie le plus possible. Donc, c'est la différence à faire. Néoadjuvante et adjuvante, ça, j'en ai déjà parlé un petit peu. Dans le fond, la chimiothérapie, comme je disais, elle ne va pas s'attaquer seulement aux cellules cancéreuses, elle attaque aussi les cellules normales pour faire des effets secondaires. Elle va s'attaquer à certains types de cellules là, vraiment plus spécifiquement, donc celles qui se répliquent plus vite. Parmi ces cellules-là, on a les cellules de la moelle osseuse qui vont donner des effets secondaires sanguins, donc neutropénie, anémie et thrombopénie. Inquiétez-vous pas, je vais en parler plus tard. Il y a aussi les cellules des poils, donc qui vont causer la perte de cheveux puis des autres poils. Il y a les cellules du système digestif qui vont causer des effets secondaires comme les nausées puis les diarrhées. Puis, des fois, les cellules du système reproducteur, donc qui vont causer l'infertilité, malheureusement. Ce tableau-là, en fait, c'est pour vous illustrer que les effets secondaires ne vont pas tous se produire en même temps. Donc, ce qui est intéressant, par exemple, pour les nausées, vomissements, mais c'est vraiment juste dans les 3 premiers jours habituellement après la dose de chimiothérapie, tandis que, par exemple, la neutropénie, ça va être plus 1 à 2 semaines après la dose de chimiothérapie. Donc, ce n'est pas tout en même temps puis tout le temps. Là. Je vais commencer avec la neutropénie. En fait, la neutropénie, ça fait référence à un type d'effet secondaire plus sanguin. Donc, quand on est en neutropénie, on a des neutrophiles qui sont trop bas. Les neutrophiles sont un type de cellules qu'on a dans notre sang, qui font partie de la famille des globules blancs. Puis on sait que les globules blancs, en fait, sont très importants pour l'immunité, donc pour la prévention ou la protection contre les infections.
La chimiothérapie, en fait, elle va s'attaquer à la plupart des cellules sanguines. Donc, avant chaque chimiothérapie, on va faire une formule sanguine complète qui va vraiment venir compter, si on veut, le nombre de cellules qu'on a dans notre sang. Puis, on va s'assurer de cette façon-là que ce n'est pas trop dangereux de donner la chimiothérapie cette journée-là, puis qu'on ne va pas faire trop descendre nos neutrophiles trop bas. Donc, c'est pour ça qu'on va tout le temps faire une prise de sang avant la dose de chimiothérapie, parce que ça serait dangereux sinon si on ne le faisait pas. C'est bien important là, de savoir que les neutrophiles vont être à leur plus bas toujours 1 à 2 semaines après la chimiothérapie. Donc, c'est la période où est-ce qu'on est le plus vulnérable aux infections. Donc, pour se protéger contre les infections, on peut faire plusieurs affaires. Donc, j'ai mis une petite liste ici. Là. Donc, il y a notamment les mesures d'hygiène de protection qu'on est habitué d'utiliser avec la COVID. Là. Fait que les masques, l'hygiène des mains, l'hygiène du corps et des dents aussi. On va éviter le plus possible les grosses foules, surtout dans cette période-là. On évite de côtoyer des personnes malades. Puis, on peut mettre en fait, je suggère fortement de mettre des gants, par exemple, si on fait du jardinage, parce qu'il y a des bactéries qui se tiennent dans la terre qui pourraient causer une infection. Également, idéalement, là, avant de devenir immunosupprimé, de prendre la chimiothérapie, on devrait avoir notre vaccination là, complétée à jour. Donc, si jamais au prochain souper de Noël, vous avez un argument avec quelqu'un qui n'aime pas ça, les vaccins, parce qu'ils font beaucoup de bruit ces temps-ci, vous leur sortirez cet argument-là. Je pense que c'est quelque chose d'assez important quand on est immunosupprimé. Une autre chose qu'on peut faire, en fait, en prévention, c'est prendre sa température. Fait que là, j'ai parlé un petit peu des moyens de prévention des infections. La prise de la température est un autre super bon moyen de prévention des infections, dans le sens que détecter une fièvre le plus rapidement possible, ça peut vraiment éviter des infections très sévères qui se compliquent rapidement. Donc, ce que je vous suggère, c'est particulièrement là, dans la semaine 1 à 2 après la dose de chimiothérapie, c'est de ne pas avoir un seuil trop élevé là, pour savoir quand on prend notre température ou quand on ne la prend pas. Donc, en général, si vous vous sentez un petit peu plus faible ou vous avez mal au corps, vous ne savez pas trop pourquoi, prenez votre température juste pour vous assurer que vous ne faites pas de fièvre. La fièvre, c'est quoi? En fait, c'est défini par une mesure de température, soit qui est plus haute que 38,3 degrés en une prise, ou entre 38 et 38,3 pendant plus qu'une heure. Donc, en fait, quand on fait de la fièvre, quand on détecte de la fièvre, en fait, ça devrait vraiment représenter une urgence. Donc, je vous dirais que dans la plupart des cas, si on fait une fièvre, mais il y a une explication. Puis, ça ne va pas nécessairement venir avec des gros signes d'infection. Des fois, la fièvre peut être comme un des seuls symptômes qu'on va avoir. Puis, on va quand même avoir une infection très sévère là, qui est en cours. Donc, c'est vraiment une urgence si on trouve ça. J'ai mis là ici une liste, évidemment, des signes qu'on peut avoir quand on a une infection. Fait que ça inclut là, une infection, par exemple, pulmonaire au niveau de la peau ou une infection urinaire. Mais en général, c'est de ne pas avoir un seuil trop haut là, pour quand je prends ma fièvre ou pas. En cas de doute, on est mieux de la prendre juste pour se rassurer. Donc, si jamais on prend sa fièvre, on prend sa température, puis on voit qu'il n'y a pas de fièvre, on se sent quand même mal, moi, ce que je vous suggère, c'est de vous reposer comme il faut, de continuer de boire beaucoup d'eau, puis aussi de garder peut-être un petit journal des températures. Donc, on peut la prendre, par exemple, aux 2-3 heures, puis juste pour voir, par exemple, s'il y a une tendance à la hausse. Donc, ça pourrait vraiment permettre de l'identifier plus rapidement. Puis, c'est ça. En fait, là, je parlais que la fièvre, c'est vraiment une urgence quand on la détecte. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment d'aller à l'urgence, de ne pas passer nécessairement par l'oncologue, parce que l'oncologue risque de vous dire d'aller à l'urgence. En gros, en général, quand on se rend à l'urgence, puis on dit « je fais de la fièvre, puis je prends de la chimiothérapie », je vous dirais que vous allez quand même monter assez rapidement dans la liste des priorités. Donc, gardez ça en tête quand même, c'est quand même quelque chose
de grave qui peut se produire avec la neutropénie. Également, je voulais soulever qu'il y a comme une interaction avec les médicaments qui diminuent la température. Donc, ça inclut le Tylenol, l'Advil, le Motrin. Généralement, on va recommander plus le Tylenol chez les personnes qui ont le cancer à cause qu'il n'y a pas de risque là, au niveau des segments digestifs. Donc, le Tylenol, ça diminue la température corporelle. Donc, ça pourrait camoufler, dans le fond, une fièvre et éventuellement retarder le traitement avec des antibiotiques. Donc, c'est à garder en tête, toujours prendre sa température avant le Tylenol au bout de la ligne. Puis, dans le fond, c'est un médicament généralement qui va durer à peu près 6 heures. Donc, c'est une interaction qu'il faut garder en tête. Donc, en gros, si on est neutropénique, on est immunosupprimé, puis on a des précautions à prendre, donc mesures d'hygiène, puis prise de température. Puis ça arrive dans la semaine, bien, ça va être au pire, en fait, à la semaine 1 et 2 après la chimiothérapie. Donc, si la journée de la chimiothérapie, on se rend compte par la prise de sang que nos neutrophiles sont trop bas, bien, les médecins ne vont pas donner la dose de chimiothérapie. Ils vont décider de la repousser à plus tard. Donc, souvent, on va attendre comme une semaine, on va prendre une autre prise de sang, puis si c'est bon, bien là, on ira. Puis également, ça se peut que la prochaine dose de chimiothérapie soit diminuée, là, surtout si c'est un problème récurrent. Et aussi, dans certains cas, les médecins vont décider de prescrire des facteurs de croissance de globules blancs. Donc, ça fait en sorte que nos globules blancs sont produits plus rapidement. Donc, ça peut prévenir ou traiter dans certains cas. Donc, ça, c'est pour la neutropénie. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? OK. Fait que, je vais parler d'une autre toxicité au niveau du sang, qui est l'anémie. Donc, par rapport à l'anémie, en fait, ça ressemble beaucoup à la neutropénie, sauf que dans ce cas-là, c'est les globules rouges qui sont affectés. Donc, les globules rouges, on va les mesurer avec l'hémoglobine. Donc, c'est la mesure qu'on va vérifier. Si vous entendez hémoglobine, ça veut dire, en gros, là, combien de globules rouges qu'on a dans notre sang, plus ou moins. Donc, ça va être des prises de sang avant chaque chimiothérapie. Puis, c'est un effet qui est quand même assez fréquent là, avec le carboplatin. Les symptômes de l'anémie sont souvent une fatigue très intense, un essoufflement. Puis aussi, on peut avoir, par exemple, de la pâleur, on peut avoir des étourdissements. Donc, en général, on a moins de force. Puis ça, c'est dû au fait qu'on a moins de cellules sanguines qui amènent de l'oxygène à notre cerveau, là, notamment. Donc, les globules rouges, c'est à ça qu'ils servent. Donc, encore une fois, si on n'en a pas beaucoup, si on a un taux vraiment qui est très, très bas, bien, on est à risque de mourir. Donc, on ne veut vraiment pas donner trop de chimiothérapie pour pas que ces globules rouges-là descendent trop bas. On ne peut pas faire grand-chose pour prévenir l'anémie, dans le sens qu'on ne peut rien faire qui fera en sorte que la chimiothérapie ne s'attaquera pas à nos globules rouges. Par contre, on peut donner des outils à notre corps là, pour produire plus de globules rouges. Fait que ça passe par l'alimentation, évidemment. Donc, c'est important de garder une alimentation qui est équilibrée, qui est complète, puis inclure des sources de fer, de vitamine B12 et de folate. Si jamais vous avez un petit peu des inquiétudes par rapport à ça, vous pourriez être redirigé là, vers un ou une nutritionniste qui pourrait vous aider de ce côté-là. Sinon, dans certains cas, les médecins vont préférer d'emblée là, prescrire du fer ou des suppléments de B12 ou de folate. Donc, ça se voit aussi. Généralement, c'est pour traiter l'anémie. Il y a aussi les plaquettes qui sont un autre type de cellules. Donc, c'est les trois vraiment qu'on va regarder, les neutrophiles, les globules rouges et les plaquettes. Les plaquettes, eux autres, ils sont très importantes pour, dans le fond, former des caillots. Donc, éviter qu'on saigne, bien, qu'on perde tout notre sang. Donc, ça fait des espèces de bouchons quand on a un vaisseau sanguin qui est brisé, qui fait en sorte qu'on ne perd pas tout notre sang quand on a une coupure, par exemple. Généralement, le monde sont assez bons là, pour détecter les signes de saignement qui sont plus urgents. Par contre, il y a des choses un petit peu moins intuitives. Donc, si, par exemple, on voit qu'on a des selles noires, bien ça peut être un signe qu'on a un saignement au niveau de l'estomac. Donc, le sang est comme digéré, puis il sort noir à l'autre bout. Il faut penser aussi, par contre, que si on prend des suppléments de fer, bien, les selles vont être noires aussi. Donc, ça pourrait fausser un petit peu là, notre interprétation. Sinon, des petits points rouges comme il y a sur la photo ici, en fait, ça s'appelle des pétéchies. Ça, c'est signe qu'on est plus à risque de saignement, qu'il faut
redoubler de vigilance à ce niveau-là. Puis c'est quelque chose que votre médecin là, aimerait savoir si vous avez ça sur les jambes, par exemple. Souvent, ça va être sur les jambes. Également, si vous faites des bleus super facilement, vous ne savez pas pourquoi, si vous saignez souvent des gencives ou du nez, c'est important là, d'en parler à votre médecin. Là. Donc, sûrement qu'on est un peu plus à risque de saignement, puis il faudrait prendre plus de précautions. Je voulais parler, dans le fond, de segment de nez. Si jamais on a un segment de nez qui est vraiment assez abondant, puis que malgré un traitement adéquat, fait qu'on se pince les narines pendant quelques minutes, puis malgré un traitement adéquat, là, ça ne l'arrête vraiment pas. Là. Donc, après 15 minutes, c'est un signe, en fait, qu'il faut aller à l'urgence. Dans certains cas, on va vouloir donner des transfusions de sang, de plaquettes. Des fois, on n'y pense pas, on pense que c'est vraiment bénin, là, mais ça peut être grave quand on saigne vraiment beaucoup du nez. Également, il y a plusieurs mesures de prévention qu'on peut prendre. La plupart vont de soi, fait que je ne les passerai pas toutes. J'aimerais parler des anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires, c'est des médicaments là, qu'on va avoir en vente libre très souvent. Là, donc, comme le Advil, le Motrin, le Aleve, l'aspirine. Donc, ces médicaments-là peuvent causer des saignements digestifs, puis on sait que si nos plaquettes sont basses, on va saigner plus longtemps. En fait, la prochaine fois que vous arriverez pour traiter une douleur quelconque, demandez à votre pharmacien savoir si ça, c'est anti-inflammatoire ou pas. C'est vraiment important là, de prévenir de cette façon-là. Puis, encore une fois, les plaquettes, eux autres, ils vont être à leur plus bas, un peu comme les neutrophiles, 1 à 2 semaines après la chimiothérapie. Donc, c'est vraiment la période qui est la plus critique. Pour ce qui est des globules rouges, il n'y a pas vraiment de période. Généralement, ça va se faire beaucoup plus lentement. Fait que les globules rouges, c'est ceux qui vont se faire le plus lentement. Donc, il n'y a pas vraiment de période précise. Ça peut être après, mettons, 2-3 doses, on se rend compte que les globules rouges vont graduellement baisser. Mais pour les plaquettes puis pour les neutrophiles, c'est beaucoup plus précis. On est rendu aux nausées, vomissements, donc qui est un effet secondaire qui est pas mal le plus connu là, associé à la chimiothérapie, pas mal le plus craint aussi. Malheureusement, le carboplatin cause quand même pas mal de nausées, là, plus que le Taxol. Puis, il va aussi avoir la particularité de faire des nausées retardées. Dans le fond, il y a toujours des médicaments qui vont être donnés avant les doses de chimiothérapie pour prévenir les nausées. Donc, c'est bien important de prendre ces médicaments-là. Et également, il va y avoir des médicaments à prendre pour prévenir les nausées, mais dans les jours qui suivent la chimiothérapie. Donc, ça, c'est particulier au carboplatin qui cause des nausées retardées, comme je disais. Donc, souvent, on va avoir soit du Décadron ou du Emend à prendre au jour 2 et 3 de la chimiothérapie, donc le lendemain et le surlendemain. Et ça, c'est excessivement important de les prendre parce que ça prévient vraiment de manière efficace là, les nausées. Donc, si on les prend bien habituellement, il y a peu de nausées qui sont rapportées, puis on n'aura pas besoin là, de traiter par la suite. Par contre, évidemment, si jamais on a des nausées qui se développent malgré qu'on ait pris notre traitement de prévention, il y a toujours des médicaments qui sont prescrits pour les traiter. Donc, les plus fréquemment vus, c'est le méthoclopramide et le prochlorpérazine. Leurs noms originaux, c'est le Maxeran et le Stéméthyle. Ces médicaments-là sont efficaces. Ils se prennent vraiment au besoin si on a des nausées. Puis, ça se prend aux 4 heures. Je vous dirais, n'ayez pas peur de les prendre, ces médicaments-là, ils sont efficaces. Et ils peuvent avoir certains effets secondaires. Je vous dirais, quand on les prend, l'effet secondaire majeur, c'est qu'ils peuvent causer de la somnolence. Là. Donc, c'est à faire attention si, par exemple, on doit prendre le volant, mais on devrait s'abstenir à ce moment-là. Là, on devrait rester chez nous. Voilà. Il y a aussi des trucs non pharmacologiques, donc non médicamenteux qu'on peut faire. Donc, soit au niveau du repas, essayer de manger qu'est-ce qu'on tolère mieux, essayer de manger des plus petits repas plus fréquemment. Évidemment, si on a beaucoup de vomissements, on veut se réhydrater comme il faut. Fait que moi, ce que je conseille, en fait, puis que le monde ne connaisse pas tout le temps, c'est les solutions de réhydratation qui contiennent des électrolytes, donc comme par exemple le Pédialyte.
qui est en fait qui est efficace pour prévenir la déshydratation, mais aussi pour prévenir la perte d'électrolytes, qui peut amener beaucoup de complications, là, notamment au niveau du cœur. Puis également, bien, le monde ne le sait pas nécessairement, mais le Pédialyte ou ce genre de produit-là, c'est plus doux pour l'estomac, puis c'est mieux toléré en général que de prendre un verre d'eau. Donc, c'est vraiment, si on a des gros vomissements, moi, c'est vraiment vers ça que je me tournerais. Donc, c'est intéressant pour ce qui est des produits de vente libre. Ensuite de ça, il y a certains signes d'alarme qu'il faut vérifier quand on parle de nausées, vomissements. Donc, un d'entre eux, c'est évidemment si on voit du sang dans son vomi, si on est vraiment incapable de s'hydrater. Donc, à ce moment-là, il faudrait se rendre à l'urgence pour recevoir une hydratation intraveineuse. Ensuite de ça, si on a vraiment des signes de déshydratation sévère, de la confusion, une fréquence cardiaque vraiment très accélérée. Donc, ça, c'est des signes de déshydratation un peu plus sévères. La fièvre peut être présente si on a, par exemple, une infection là, au niveau digestif. Donc, c'est possible. Puis, pour n'importe quel vomissement là, qui s'éternise là, vraiment plus que 2 jours, parce que comme on voyait, souvent, les vomissements, ça va être dans les 2-3 premiers jours là, suivant la chimiothérapie. Après ça, ça devrait être beaucoup moins pire. Pour toute question par rapport à ça, comment gérer ça, on peut se référer à notre pharmacien qui est super habitué à gérer cet effet secondaire-là. Il peut aussi prescrire n'importe quel médicament antinauséeux. Donc, c'est quelque chose qui est très peu connu encore parce que ça fait à peu près 1 an là, que les pharmaciens peuvent faire cet acte-là. Puis, c'est ça, pour fournir n'importe quel conseil, je pense que c'est une super bonne ressource. Donc, on est rendu à la partie alopécie. Donc, malheureusement, le paclitaxel, c'est un médicament qui va causer de la perte de cheveux. Donc, c'est un des pires pour ça. Même, il va causer une perte là, de sourcils et de cils dans la plupart des cas. C'est un effet secondaire là, qui va s'installer généralement 2 semaines après la dose de chimiothérapie. Donc, on devrait quand même voir une bonne perte de cheveux là, à ce moment-là ou même avant. Donc, généralement, heureusement, ça repousse après le traitement. Mais bon, c'est important de penser à quelques soins qu'on n'avait pas nécessairement pensé. Donc, quand on n'a plus de cheveux, on est beaucoup plus vulnérable aux rayons du soleil. Donc, c'est important d'utiliser un écran solaire si on n'a pas rien pour couvrir. Puis, par temps froid, on veut vraiment couvrir la tête parce qu'on peut perdre beaucoup de chaleur corporelle de cet endroit-là. Donc, c'est des petites choses à penser. Évidemment, la perte de cheveux, ça va être un gros choc là, pour beaucoup de femmes. Donc, ça peut même engendrer là, des pertes d'identité. Donc, il y a un organisme que j'ai trouvé puis qui est quand même bien établi là, au Québec, dont j'ai eu des bons commentaires de certaines patientes à qui j'ai parlé. Donc, ça s'appelle Belle et bien dans sa peau. Donc, ils font des ateliers. En fait, c'est des ateliers avec des personnes là, spécialisées là-dedans. Ils font des ateliers de maquillage et de perruques, je crois. Donc, je vous invite à peut-être rentrer en contact avec eux ou visiter leur site web, du moins. Je pense que ça peut être très intéressant. Puis leur but, c'est vraiment d'aider les femmes à retrouver leur identité puis à reprendre confiance en elles malgré leur nouvelle apparence. Donc, je pense que c'est super intéressant de ce côté-là. Pour ce qui est du taxa, il y a un effet secondaire un petit peu particulier qui est quand même assez fréquent. Ça s'appelle la neuropathie. Donc, ça arrive quand la chimiothérapie s'attaque aux cellules nerveuses, donc aux nerfs. Souvent, ce qu'on va voir en premier, ça va être un engourdissement ou un picotement au niveau des mains ou des pieds, fait que plus les extrémités. Puis quand on ressent cet effet secondaire-là, ça devrait vraiment être adressé là, le plus rapidement possible, donc en parler à notre médecin, parce que si on ne le fait pas, il y a des chances que ça devienne plus permanent, puis il y a des chances aussi que ça se complique. Donc, on ait d'autres problèmes, comme par exemple des difficultés d'équilibre ou des difficultés, par exemple, l'incontinence. Donc, il y a plein de trucs qui peuvent arriver. Donc, dès que vous ressentez cet effet secondaire-là, c'est important que les médecins soient au courant, puis ils pourront à ce moment-là ajuster le traitement en fonction. Une autre chose qui peut arriver, qui n'est pas très, très fréquent avec ce régime de chimiothérapie-là, mais c'est quand même important à parler, c'est les ulcères au niveau de la bouche. On appelle des fois ça stomatite ou mucosite.
En fait, ça va être à son pic à 2 semaines après la chimiothérapie. Donc ça, en fait, ça va souvent prendre son origine comme des petites micro-abrasions au niveau de la muqueuse buccale. Donc, ça peut être dans les lèvres, les joues, sur les gencives. Le meilleur truc pour ne pas avoir ce problème-là, c'est de prévenir. Donc, on va éviter ce qui est vraiment les aliments tranchants, chauds, acides, épicés. Donc, ça peut, dans le fond, comme je disais, faire des petites micro-abrasions qui vont éventuellement devenir des ulcères. La cigarette et l'alcool sont également associés à un risque accru de ça. Si jamais c'est quelque chose qui est récurrent chez vous ou que c'est un effet secondaire que vous craignez particulièrement, ce que je recommande, c'est de faire des rince-bouches avec une solution saline. Donc, ça contient du sel et du bicarbonate de soude dans un verre d'eau. Dans le fond, on fait des gargarismes avec ça. C'est vraiment efficace. Là. Quand on le fait vraiment 4 fois par jour après tous les repas et au coucher, généralement, on a une bonne efficacité au niveau de la prévention de ce genre d'effet secondaire-là. Puis le risque de cet effet secondaire-là, bien, il y en a deux, en fait, principalement. Le premier, c'est qu'on ait une infection qui se déclenche à partir de ces ulcères-là. Puis la deuxième, bien, c'est qu'on aille trop mal quand on mange, puis qu'on diminue notre apport alimentaire à cause de ça. C'est quand même pas à prendre à la légère de ce côté-là. Mais comme je disais, heureusement, c'est pas très, très rapporté avec cette chimiothérapie-là. Il y en a beaucoup plus avec d'autres régimes de chimiothérapie qui existent. Donc, je voulais parler un petit peu des réactions reliées à la perfusion. Donc, avec le Taxol, c'est rapporté. Par contre, on va toujours donner une prémédication là, pour prévenir les réactions allergiques. Donc, généralement, c'est pas trop fréquent. Également, il y a possibilité que la chimiothérapie soit injectée à l'extérieur de la veine. Donc, ça, c'est une erreur médicale, mais si jamais ça se produit, ben, c'est important de réagir. Si vous sentez là, une douleur ou une brûlure au niveau du site d'injection, ben, il faut tout de suite aviser l'infirmière parce que ça pourrait devenir très grave. Donc, la perfusion doit être cessée là, le plus rapidement possible. Donc, ça, c'est par rapport à la perfusion. Il y a également, évidemment, la fatigue qui est reliée à la chimiothérapie. C'est très multifactoriel. Il y a plusieurs choses qui vont causer de la fatigue, mais évidemment, la chimiothérapie en tant que telle va demander beaucoup d'énergie au corps. Il y a aussi des douleurs musculaires et articulaires qui sont des effets secondaires assez fréquents. La fatigue, je vais parler un petit peu plus tard là, de comment on peut approcher ça et comment on peut la gérer. Ça fait pas mal le tour pour la chimiothérapie. Je voulais parler un petit peu d'accès veineux central, les différents types, mais je me suis rendu compte que je n'avais pas vraiment le temps. Je vous laisse la diapositive. Je vais mettre le PowerPoint là, à disposition après la présentation. Mais en gros, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'il existe pour un type d'accès veineux ou un autre des avantages et des désavantages. Mais le plus important, c'est vraiment d'avertir notre équipe médicale si jamais au site d'injection, on a des signes d'inflammation ou d'infection, fait que la douleur, de la chaleur, de la rougeur ou de l'enflure. Également, si on a un PICC line, donc un cathéter qui rentre par voie périphérique, donc souvent ça va être par le bras. Si on a un déplacement du cathéter, mais c'est important qu'il soit replacé. Si jamais on a un pansement proche du cathéter puis qu'on le mouille, ben à ce moment-là aussi, il faudrait contacter l'infirmière pour remplacer le pansement. Donc, c'est ça pour ça. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à la chimiothérapie? En fait, oui, j'ai reçu une question. Il y a quelqu'un qui demande est-ce que les effets secondaires sont de moins en moins présents selon le nombre de rondes de chimio qu'on va subir? OK. En fait, puis Roxane me corrigera si je me trompe, là, la chimiothérapie, souvent, ça va quand même rester assez. Il va quand même maintenir des effets secondaires pendant les traitements. Par contre, si on se rend compte qu'à la dose de départ, on a vraiment trop visé haut puis on a donné une trop grosse dose, bien, la thérapie risque d'être ajustée en fonction. Là. Comme j'expliquais, c'est toujours de trouver un équilibre. Si jamais là, c'est vraiment pas toléré, puis la qualité de vie en est grandement impactée à cause que la dose est trop élevée, bien, le patient, là, il peut demander à ce qu'on diminue la dose, puis il peut en discuter avec le médecin. Donc, c'est quelque chose qui se peut. Mais pour ce qui est, par exemple, là,
des nausées, des toxicités au niveau des cellules sanguines, ça va toujours avoir le pic à peu près à la même place par rapport à la chimiothérapie. Ce qui est encourageant, par exemple, par rapport aux chimiothérapies, c'est que ce n'est pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est vraiment relié aux 3 premiers jours après la chimiothérapie. C'est sûr que de ce côté-là, ce n'est pas les traitements les mieux tolérés, mais il faut vraiment avoir une discussion ouverte avec son médecin si jamais ça ne va plus du tout, puis on est sur le bord on sent qu'on est vraiment sur le bord à l'article de la mort. Il faut vraiment en parler au médecin pour demander une diminution là, pour voir qu'est-ce qu'il en pense. Je ne sais pas si ça répond à la question. Y a quelque chose que tu voulais... Personnellement, Ouais. Personnellement, c'est sûr que la plupart du temps, il y a des effets secondaires qui vont probablement perdurer dans le temps pour la chimiothérapie. Il y a quand même une possibilité pour certains effets secondaires, des fois, qui peuvent un peu s'améliorer. Des fois, les nausées, on sait qu'ils vont être présentes quand même, mais ça se pourrait qu'ils soient un petit peu mieux à la longue quand même. Mais dire qu'ils vont être vraiment mieux, c'est difficile de le confirmer. Ça va être un peu de personne dépendante, effectivement. Merci. Pour faire suite à ça, on a une autre question. Est-ce que lorsqu'on ajuste la dose de chimio, est-ce qu'elle est moins efficace? Oui, fait que c'est intéressant comme question. En fait, c'est sûr que d'ajuster la dose de chimiothérapie, on se retrouve probablement à tuer un petit peu moins de cellules cancéreuses. Fait qu'il risque d'avoir une petite baisse d'efficacité. Par contre, si on doit, à tous les fois qu'on se présente à notre perfusion de chimiothérapie, on doit repousser la prochaine dose à cause qu'on a vraiment trop d'effets secondaires, on se retrouve à avoir retardé le traitement assez souvent, ce qui fait en sorte, au bout de la ligne, qu'on a retardé le traitement, puis on a laissé le temps au cancer de grossir pendant ces périodes-là. Souvent, c'est vraiment, c'est sûr, si on diminue la dose, il risque d'avoir une petite perte d'efficacité, mais ça reste efficace aussi. Là. Fait qu'il n'y a pas de... Ça l'empêche de retarder le traitement. Puis au bout de la ligne, si on retarde à toutes les fois, par exemple, de 2 semaines, bien, ça risque d'être aussi efficace que de donner une dose réduite, mais pendant une période plus courte. Je ne sais pas si ça fait du sens comme réponse, là, si c'est clair. Je pense que c'est clair. Merci beaucoup. Oui. OK. Fait que, évidemment, c'est sûr que ça va un petit peu diminuer l'efficacité avec une dose plus réduite. Mais bon, l'amplitude de cette perte d'efficacité-là est un petit peu dure à dire. C'est plus l'expérience de l'oncologue qui pourrait déterminer de ça. Voilà. Fait que je vais continuer avec les thérapies ciblées. En fait, les thérapies ciblées, c'est des traitements qui sont beaucoup plus ciblés, hein, le nom l'indique. Donc, voyez la chimiothérapie comme une espèce de bombe nucléaire qui va s'attaquer à toutes les cellules, tandis que la thérapie ciblée, c'est une espèce de fusil de précision. Ça va plus s'attaquer aux cellules cancéreuses, causer moins d'effets secondaires, généralement beaucoup mieux tolérés. Là. C'est des médicaments, en fait, qui vont vraiment venir inhiber la prolifération des cellules cancéreuses dans la plupart des cas. Donc, pour les thérapies ciblées dans le cancer de l'ovaire, on utilise une classe qui s'appelle les inhibiteurs des PARP. Donc, ça fait référence en fait au nom de la cible qu'on utilise. Donc, on va cibler les protéines des PARP qui vont éventuellement, si on les inhibe, ça va éventuellement diminuer la prolifération du cancer. Donc, il y a 2 représentants en cancer de l'ovaire dans cette catégorie-là. C'est le Lynparza et le Zejula. Les 2 sont des traitements qui se prennent par la bouche à la maison. Donc, c'est très différent de la chimiothérapie dans ce sens-là. Le but de ces médicaments-là, en fait, c'est de prévenir la progression après la chimiothérapie. C'est après avoir eu une bonne réponse à la chimiothérapie. Ça peut être donné soit après une première chimiothérapie, donc après une chimiothérapie de première ligne, auquel on a eu une bonne réponse, donc le cancer a diminué, ou après une deuxième ligne, donc après une deuxième chimiothérapie suite à une récidive. Là. Donc, on va parler de première ligne ou de récidive.
c'est bien important là, de comprendre que ce médicament-là va vraiment garder le cancer, si on veut, dans un état de dormance, donc moins actif, puis on va l'arrêter, dans le fond, quand le cancer va recommencer à progresser. Donc, on va vraiment suivre la patiente là, assez fréquemment pour voir si on n'a pas une progression. Pour ce qui est du Lynparza, en fait, il y a la particularité d'être prescrit seulement chez les patientes qui ont la mutation des gènes BRCA. Donc ça représente à peu près 25% des patientes, je vous le rappelle. Le Zejula va être prescrit indépendamment de la mutation génétique. Donc, les durées d'utilisation, dans le cas du Zejula, ça va être jusqu'à 3 ans ou jusqu'à progression en première ligne, tandis que l'Imparza, c'est jusqu'à 2 ans ou jusqu'à progression en première ligne. Si c'est en deuxième ligne, on va vraiment l'utiliser jusqu'à temps qu'il y ait une progression du cancer. Pour ce qui est de ces traitements-là, ce qui est excessivement souvent rapporté, c'est de la fatigue. Selon les chiffres qu'on a dans les études, en fait, dans le groupe Lynparza, donc je cite des chiffres là, de l'étude du Lynparza, il y avait 67% des femmes qui prenaient le médicament qui rapportaient de la fatigue, mais il y en avait quand même 42% dans le groupe qui prenaient le placebo qui rapportait de la fatigue. Donc ça, c'est pour illustrer en fait que oui, il y a une certaine partie qui est causée par le médicament, mais il y a aussi une grosse partie qui est causée par tout le reste, dans le fond. Donc, la chimiothérapie, en fait, elle est assez récente dans le cas où, en fait, dans la situation où on est. Là, quand on commence ces médicaments-là, c'est directement après la chimiothérapie, donc à l'intérieur de 8 semaines. Donc, ça demande beaucoup d'énergie au corps. Souvent, ça va avoir demandé, ça va avoir causé beaucoup de stress. Donc, les femmes vont vraiment vouloir avoir un petit break, un petit repos. Également, il y a un aspect de santé mentale, évidemment, là, qui peut être présent. Donc, souvent, on peut avoir des débuts de symptômes de dépression, beaucoup d'anxiété, des problèmes de sommeil. Donc, ça peut contribuer à la fatigue. Également, là, il y a le facteur, je dirais, un petit peu plus social du fait qu'on voyait notre équipe d'oncologie à tous les semaines. On était suivi de très près. Puis là, tout d'un coup, on dit que la chimiothérapie est terminée puis qu'on doit prendre ces traitements-là par la bouche, seul à la maison. Donc, il y a certainement une espèce d'incompréhension dans certains cas. Donc, c'est bien important là, de comprendre à quoi le traitement sert. Puis aussi, peut-être de solitude. Là, donc, c'est plusieurs facteurs. Il y a aussi des causes médicales qui peuvent être impliquées, comme de l'anémie que je parlais. Il peut y avoir des causes médicamenteuses. Puis, il peut aussi y avoir des causes là, qui sont carrément reliées aux habitudes de vie. Donc, si on vit beaucoup de stress, souvent, les habitudes de vie vont un petit peu plus prendre le bord parce qu'on a tellement de choses à penser, puis le cancer prend beaucoup de nos ressources. Donc, au niveau de l'alimentation, la sédentarité, ça peut perpétuer la fatigue. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour traiter ça, cette fatigue-là? En fait, ça revient aux habitudes de vie. Donc, c'est vraiment la première chose qu'on peut redresser. La première affaire, en fait, ça serait de faire des modifications à son alimentation, de s'hydrater comme il faut. Si jamais on a des nausées ou des problèmes de changement de goût qui sont associés au traitement, puis qui expliquent, dans le fond, une diminution d'alimentation, mais c'est important d'en parler au médecin pour qu'on puisse soit diminuer la dose ou faire d'autres modifications. Donc, ça, c'est important de l'adresser si c'est ça la cause. Également, qu'est-ce qu'on peut faire pour la fatigue? Gestion du stress avec la méditation, des exercices de relaxation. Il y a aussi l'activité physique qui a cet effet paradoxal-là, si je peux dire ainsi. Dans le fond, ça a été prouvé là, que l'activité physique, ça augmentait l'énergie là, chez les survivants du cancer. Donc, c'est souvent pas mal la première chose qu'on va recommander. Généralement, on va recommander là, 30 minutes d'activité physique modérée par jour. Chez plusieurs personnes, ça ne sera juste pas réalisable. Il y a du monde qui sont vraiment très fatigués. Donc, je vous dirais, c'est vraiment d'y aller selon ce que le corps nous permet de faire, puis de bâtir graduellement là-dessus. Fait que si on est juste capable, par exemple, de marcher un tour de bloc, c'est déjà ça, puis le fait de s'être mobilisé, c'est déjà gratifiant. Puis la prochaine fois, on peut avoir la motivation d'augmenter un petit peu notre trajet. Fait que ce sera 1,5 tour de bloc à ce niveau-là, à ce moment-là. Fait que, c'est de bâtir là-dessus.
puis d'essayer toujours à chaque fois de faire un petit peu plus que ce qu'on a fait, tout en restant là, conscient que le repos est important puis qu'il ne faut pas trop se pousser, donc pas trop dépenser d'énergie. Si jamais vous êtes quelqu'un là, qui aimait vraiment se faire dire quoi faire puis vous ne savez pas trop par où commencer parce que vous n'aimez pas ça marcher, bien, vous pouvez là, aller consulter un kinésiologue. Ce sont vraiment les professionnels de la santé qui sont les mieux placés pour faire des petits programmes d'exercice de ce genre-là puis pour adapter ça à la personne qui est assise devant lui. Donc, c'est un professionnel qui est quand même peu connu, peu utilisé. Donc, c'est une ressource qui existe. Donc, ça, c'est pour la fatigue. Il y a aussi des nausées-vomissements. Donc, par rapport à la question de tantôt, là, on parlait de chimiothérapie. Est-ce que ça s'améliore avec le temps? Plus ou moins, pas nécessairement. Tandis qu'avec ce médicament-là, ben, c'est clairement démontré. Là. Quand on prend ces médicaments-là, on va vraiment avoir une amélioration dans les à partir des 2 premiers mois. Là. Donc, au début, on risque d'avoir un petit peu plus de nausées, puis ça va disparaître avec le temps. Donc, les traitements ne sont pas nécessairement prescrits, mais c'est possible de prendre des médicaments. Donc, ça va être les mêmes pas mal qu'on va utiliser avec la chimiothérapie. Puis, il y a des petits trucs qu'on peut faire aussi pour diminuer les nausées. Donc, on peut prendre, par exemple, le médicament en mangeant. Généralement, quand on a quelque chose dans l'estomac, c'est mieux toléré. Également, on peut prendre le médicament au coucher. Donc, c'est plus difficile pour le Lynparza qui est à prendre 2 fois par jour. Mais par exemple, pour le Zejula, 1 fois par jour, il y aurait possibilité de le prendre au coucher. Puis quand on dort, en fait, ben, on ne ressent pas les effets secondaires. Donc, ben, on les ressent moins, je devrais dire. Là, donc, il y a moins de nausées en général. Donc, c'est des petits trucs qu'on peut utiliser. Mais généralement, ça s'améliore avec le temps. Même chose pour les diarrhées. Dans le fond, ça va être rapporté chez 1/4 des patientes environ. Ça va rarement être sévère. Puis, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Là. Ça va être beaucoup au niveau de l'hydratation. Donc, évidemment, si on a beaucoup de diarrhée, ben, on veut réhydrater parce qu'on perd beaucoup de liquide. On veut maintenir quand même une bonne hydratation de base aussi. On veut éliminer les trucs qui empirent les diarrhées. Donc, les fibres alimentaires, café, alcool, je dirais, c'est pas mal des gros qu'on peut penser. Également, on veut, si on a un épisode aigu là, de diarrhée, on peut intégrer là, un régime un peu plus anti-diarrhéique, donc qui contient des bananes, du riz, de la compote de pommes, puis du pain blanc. Donc, généralement, c'est ce qui va être bien toléré puis qui peut régler une diarrhée. Donc, c'est des modifications intéressantes à faire à son alimentation. Il y a aussi des médicaments qui existent en vente libre. Donc, le Imodium, qui est à prendre vraiment au besoin. On va se fier à la posologie qui est écrite sur la boîte. Si jamais vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à en parler avec votre pharmacien. L'Imodium, il va causer là, une espèce de constipation. Fait que ça peut nous permettre là, de faire nos activités quotidiennes sans avoir à se soucier à rester trop proche de la toilette, là, plus proche de la toilette. De l'autre côté, complètement du spectre, on a la constipation, donc qui est aussi possible avec ces médicaments-là. Donc, la première chose, ça va être les habitudes de vie. Donc, on veut maintenir une bonne hydratation, faire de l'activité physique, puis avoir une alimentation avec beaucoup de fibres alimentaires. Donc, tout ça, ça va faire en sorte qu'on va faciliter là, le transit intestinal, puis qu'on va régulariser aussi. Sinon, il y a des médicaments, si ça, ce n'est pas assez. Donc, moi, je recommande vraiment le Laxadé. La plupart des pharmaciens vont le recommander. Donc, c'est une poudre qu'on met dans un verre d'eau. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est super efficace, là, en fait, pour régulariser. Ce n'est pas violent, si je peux le dire ainsi. Là. Ça agit en à peu près 2-3 jours. Donc, c'est vraiment pour régulariser. Puis, je recommande, là, si jamais c'est un problème qui est vraiment chronique, ben, de le prendre une dose à tous les jours régulièrement, il n'y a aucun problème. Il y a aussi les suppositoires de glycérine qui sont tout le temps intéressants à avoir. C'est plus pour traiter des épisodes aigus. Donc, par exemple, on a un 2-3 jours sans sel, puis on sent qu'on devrait vraiment y aller ou on se sent inconfortable. Donc, généralement, ça va produire une selle là, en à peu près 15 minutes. Il y a le Sénocote et le Ex-Lax qui existent aussi, qui vont être un petit peu plus irritants pour les intestins, qui vont causer une action un petit peu plus rapide. Donc, pour les épisodes plus aigus,
Celui-là, on va éviter de le prendre de façon régulière, mais il est quand même utile, comme je disais, pour les épisodes aigus. Donc, en cas de doute, le pharmacien, encore une fois, super bien équipé pour répondre aux questions sur la constipation. Pour ce qui est du Lynparza, il peut être relié à un changement de goût, une perte de goût. Fait qu'à ce niveau-là, ce qu'on peut faire, c'est une modification au niveau de l'alimentation. Donc, essayer de trouver des épices ou des condiments qu'on n'a peut-être pas pensé qui pourraient être mieux tolérés que ce qu'on a dans notre alimentation. Donc, essayer de sortir de notre alimentation habituelle pour trouver ce qui goûte vraiment bon. Également, généralement, si on a un goût amer ou un goût désagréable qui est associé à ça, généralement, on va moins le sentir si on mange froid plutôt que chaud. Puis, si on a la bouche sèche, comme moi en ce moment, on peut traiter avec plusieurs, il y a plein de mesures non pharmacologiques. C'est sûr que l'hydratation reste importante, mais il y a plein de trucs en vente libre. Sinon, si on a une perte de goût, il y aurait certaines études là, qui démontrent qu'un supplément de zinc pourrait être efficace pour ce problème-là. Donc, en cas de doute, encore une fois, consulter un professionnel de la santé. Pour ce qui est du Zejula, il peut causer de l'hypertension artérielle. Donc, je n'aurai pas le temps de faire un cours sur l'hypertension artérielle, mais en gros, notre pression artérielle, si elle est trop élevée, ça peut amener des effets nocifs, là, en fait, des événements cardiaques, là, comme par exemple un infarctus. Ça peut aussi amener des problèmes au niveau des reins. Donc, c'est important de garder en général sa pression en bas d'une certaine cible. Donc, ce que je recommande aux femmes qui prennent le Zejula, ce serait dans les premiers mois de traitement d'avoir une machine de pression à la maison ou de venir la prendre en pharmacie puis de prendre des prises assez régulières. Ce qu'on va viser, c'est toujours de garder une pression artérielle en bas de 140 sur 90. Fait que si vous voyez qu'après avoir commencé le traitement, bien, ça monte au-delà de 140 sur 90, mais il faudrait consulter votre médecin pour commencer un traitement qui diminue la pression artérielle. Donc, souvent, c'est le même qu'on va gérer ça. On va préférer diminuer la pression artérielle plutôt que de diminuer la dose du médicament. Donc, voilà pour ça. Les inhibiteurs des PARP vont aussi causer une diminution des cellules sanguines, un peu comme la chimiothérapie. Par contre, ça va être très différent dans le sens que ça va être moins marqué. Donc, ça va quand même être important de faire des prises de sang là, à tous les mois pour la première année au moins pour vérifier que le traitement n'impacte pas trop les cellules sanguines, juste pour s'assurer que ça va bien. Voilà, comme je disais, c'est pas mal moins marqué là, que quand on prend de la chimiothérapie où on devient très, très immunosupprimé. Par contre, les neutrophiles risquent de rester toujours dans la limite un petit peu plus basse. Là, donc, on est quand même considéré comme relativement là, immunosupprimé par rapport à la normale. Donc, on veut continuer à prévenir les infections, puis aussi à prévenir les saignements parce qu'on peut avoir des plaquettes un peu plus basses. Sinon, il y a d'autres effets secondaires là, que je n'ai pas le temps de mentionner. Fait que c'est les plus importants. Pour ce qui est des problèmes sanguins que je viens de parler, quand on a, dans le fond, des problèmes sanguins, ça va être un petit peu le même principe que la chimiothérapie. On peut décider de suspendre le traitement pendant quelques jours, puis après ça, on pourrait réintroduire à une dose diminuée. Donc, le Lynparza et le Zejula ont cet avantage-là que l'ajustement de dose est super facile, donc on peut facilement diminuer les doses. Donc, ça reste toujours une option. Si jamais on a un autre effet secondaire qui n'est pas sanguin, donc on ressent et qui impacte vraiment notre qualité de vie, puis que malgré une bonne gestion, aidé par les conseils d'un pharmacien ou d'un médecin, on n'est pas capable de passer par-dessus, il y a possibilité de diminution de dose ou d'interruption. Donc, on peut jouer avec ça. L'important, je vous dirais, c'est de quand même aviser votre médecin si vous voulez diminuer la dose ou l'interrompre. Des fois, il y a des choses qu'on n'a pas essayées, qu'on n'a pas pensé. Donc, il y a des choses qu'on peut essayer qui pourraient améliorer le problème. Puis, l'adhésion aux médicaments est vraiment très importante. Donc, n'arrêtez pas le médicament à cause que vous ne le tolérez pas. Parlez-en à votre médecin, puis à ce moment-là, comme je disais, il va diminuer la dose probablement. Puis une dose diminuée, c'est quand même plus efficace. On peut quand même tirer de l'efficacité du médicament
tandis qu'aucune dose, ben, on risque de ne pas avoir les effets là, du médicament. Je vous rappelle que ça améliore quand même la survie générale, puis ça améliore la survie sans progression, là. Donc, c'est potentiellement des mois de survie de plus qu'on a quand on prend ce médicament-là. Donc, puis on a quand même une certaine efficacité préservée, même si on diminue la dose. Donc, voilà pour ça. Je voulais parler de quelques autres choses que je n'avais pas eu le temps. En fait, on a la question de l'alcool qui revient vraiment souvent. Donc, est-ce que c'est correct de prendre l'alcool en même temps que je suis traité pour mon cancer? En général, c'est avec modération. Tu sais, l'idéal serait vraiment d'être complètement abstinent à l'alcool. Par contre, ce n'est pas très, très appliqué. Là, on sait qu'il y a un pourcentage vraiment très faible de patients qui décident d'être complètement abstinents. Donc, l'idée, c'est de garder la consommation avec modération. La Société canadienne recommande un maximum d'une consommation par jour et pas régulièrement. Donc, il faut penser que ça va vraiment augmenter les effets secondaires. Fait qu'on parle des effets secondaires du cancer, mais aussi des traitements, donc fatigue, déshydratation, nausées, vomissements, diarrhée. Ça peut aussi perturber le sommeil et ça augmente le risque de segments digestifs. Donc, ça, c'est un effet secondaire un peu plus, je dirais, sévère. Donc, c'est pas à prendre à la légère. C'est vraiment, il faut garder une modération. Pour ce qui est du tabac, en fait, c'est pas mal plus tranché. Donc, c'est rare qu'on va vous dire vous pouvez continuer de fumer une cigarette une fois de temps en temps quand ça vous tente. Généralement, on va vraiment conseiller de cesser. On est conscient aussi que c'est pas facile là, pour la plupart du monde d'arrêter de fumer d'un coup. Donc, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prescrire des médicaments pour la cessation tabagique. Il en existe une panoplie. Donc, ce n'est pas seulement les patchs là, de nicotine. Puis, ce que le monde ne savent pas nécessairement aussi, c'est que le pharmacien peut prescrire tous les traitements pour la cessation tabagique. Donc, c'est vraiment un plus de ce côté-là. Puis, en fait, si c'est quelque chose que vous repoussez depuis longtemps ou qui n'a pas encore été fait, bien, allez vous informer avec votre pharmacien. Il peut vous aider de ce côté-là. Je voulais faire un petit message, mettons, d'intérêt public là, pour les produits de santé naturelle qui sont disponibles très facilement. Souvent, les pharmaciens, on ne sait pas, ou les médecins, ils ne savent pas que les patients prennent ce genre de produits-là. Puis, il y a des interactions quand même importantes potentielles avec ces produits-là. Donc, ce n'est pas parce que c'est naturel ou des produits de santé naturels qu'il n'y a pas d'interaction. Généralement, ils n'ont pas vraiment des super bonnes preuves de sécurité pour leur utilisation à long terme. Également, ils n'ont soit aucune preuve ou des mauvaises preuves d'efficacité. Puis, c'est ça. En fait, c'est vraiment d'avoir une discussion avec votre pharmacien à savoir est-ce que les risques là, en valent la peine. Là. Donc, il y a des choses, des fois, qu'on va dire c'est juste pas bon pour vous, puis vous ne devriez pas prendre ça. D'autant plus qu'il n'y a pas vraiment de bénéfice. Dans certains cas, on va laisser aller. On va juste dire, on va conseiller là, une observation un petit peu plus pendant les prochains jours. Mais en général, c'est de s'informer avant de prendre quelque chose en vente libre. Pour ce qui est des médicaments de vente libre, j'ai déjà mentionné faire attention aux anti-inflammatoires. Fait que j'en ai mis une liste ici dans le bas de l'écran de produits qui contiennent des anti-inflammatoires. Ça peut augmenter le risque de saignement. Le Tylenol, je l'ai déjà mentionné, ça abaisse la température. Donc, ça peut interférer avec notre prise de température puis fausser le résultat. Également, il faut faire attention à n'importe quel médicament de vente libre, là, plus particulièrement les médicaments pour le rhume et la toux qui sont vraiment disponibles en grande quantité puis en plusieurs formes à la pharmacie. Donc, généralement, on pense que c'est des médicaments assez insignifiants, mais ils peuvent avoir des interactions et des effets secondaires. Donc, en parler avec son pharmacien avant d'acheter quelque chose. Également, si vous prenez des médicaments pour un autre problème de santé, comme par exemple le diabète et l'hypertension, il y a peu de gens qui le savent, mais il y a certains médicaments pour ces maladies-là qu'il faut arrêter quand on a des journées de maladie. Donc, par exemple, une journée qu'on a beaucoup de vomissements ou de diarrhée, donc on est plus à risque d'être déshydraté puis d'avoir une diminution de notre apport alimentaire. Donc, dans ces cas-là,
continuer à prendre les médicaments, en fait, ça pourrait être relié à des effets secondaires assez graves. Donc, c'est bien important de savoir quels médicaments arrêter dans ces situations-là. Puis encore une fois, pour avoir là, un petit peu plus d'informations, il faudrait que le pharmacien regarde votre dossier et va être capable de vous le dire assez rapidement. Donc, voilà pour ça. Je voulais finir un petit peu plus sur une note plus encourageante, positive. En fait, en préparation de mon oral, j'avais parlé à quelques patientes là, atteintes du cancer de l'ovaire. Puis, ils m'ont donné des témoignages assez, je dirais, encourageants et aussi inspirants. Donc, il y en a une femme qui me disait en fait que de s'impliquer puis de s'informer, c'était super important pour elle parce qu'elle voulait vraiment savoir ce qui se passait avec sa santé puis son traitement. Mais en même temps, elle était consciente qu'il fallait qu'elle apprenne à décrocher puis qu'elle continue à vivre. Fait qu'elle, dans son cas, c'était vraiment, le message, c'était vraiment de continuer à poursuivre là, des objectifs puis des buts. Fait qu'elle, c'est une femme notamment là, qui poursuivait des études en même temps qu'elle faisait ses traitements de chimiothérapie. Également, il y en a une femme qui m'a dit qu'elle aurait vraiment aimé être référée à des ressources d'aide aux patientes atteintes de cancer plus tôt, que ça lui a fait beaucoup de bien, qu'elle y a rencontré des femmes qui comprenaient qu'est-ce qu'elle vivait. Ça lui a fait sentir, ça l'a fait sentir un petit peu moins seule là-dedans. Puis, une femme, en fait, qui m'a mentionné que le plus important, là, c'est vraiment l'attitude là, dans sa guérison. Donc, c'est ça qui l'a le plus aidé. Donc, je pense que c'est des paroles pleines de sagesse. Puis honnêtement, ça a été vraiment inspirant de parler avec elle. En gros, le message, moi, que je retiens de tout ça, c'est informez-vous, soyez au courant de ce qui se passe dans vos traitements. Puis aussi, impliquez-vous. Là, de ce que je comprenais, là, les organismes, ça faisait vraiment une bonne différence. Puis ça pouvait vraiment les aider dans leur cheminement. Fait que sur ce, je remercie tout le monde de m'avoir écouté. Je m'excuse d'avoir parlé aussi longtemps. J'avais vraiment beaucoup de stock. Puis, je prendrai des questions. Si jamais vous avez des questions plus personnelles ou que vous pensez à des questions dans le futur, j'ai mis nos adresses email ici. Je vais également laisser ma présentation là, à l'organisme pour que les diapositives soient facile à consulter dans le futur. Donc, merci pour votre écoute. Ça fait plaisir. Merci à toi, Samuel. On va te laisser prendre une gorgée d'eau. Merci. On a deux questions. Donc, une question qui est un peu plus spécifique, puis une question un peu plus générale. Je vais commencer par la générale. En fait, il y a quelqu'un qui posait la question, est-ce que les pharmaciens ou les médecins, en fait, recommandent des probiotiques pour maintenir la santé intestinale, puisqu'on sait que c'est un effet secondaire, la diarrhée et la constipation qui sont assez communs? Donc, les probiotiques, généralement, puis tu me corrigeras, là, il y a, c'est sûr, quand on est immunosupprimé très intense, les probiotiques ne sont pas la meilleure idée. C'est peut-être une interaction un petit peu théorique, mais si on est très, très immunosupprimé, ben de rajouter, parce que c'est des bactéries qu'il y a dans les probiotiques, de rajouter des bactéries dans notre système digestif, ça pourrait, en théorie, déclencher là, une espèce d'infection là, digestive. Maintenant, c'est vraiment, moi, je prendrais peut-être cette recommandation-là avec un grain de sel. Mais c'est sûr, c'est plus utilisé pour des cas où est-ce qu'on va avoir une perturbation de la flore intestinale, fait que des traitements plus antibiotiques. Donc ça, les probiotiques, ben, ça fait un petit peu plus de sens de les recommander. Si on a vraiment, par exemple, des nausées ou des diarrhées qui sont associées à la chimiothérapie, ben, ça rejoint un petit peu moins le mécanisme là, qui est voulu avec les probiotiques. Par contre, si on a vraiment un problème là, de diarrhée qui est assez fréquent, où on a un problème par exemple, du côlon irritable, là, un syndrome du côlon irritable, ben, il y a certaines données qui démontrent là, que les probiotiques pourraient être utiles dans ces cas-là.
Donc, tu sais, pour la chimiothérapie ou quelque chose qui est vraiment associé au traitement, donc des diarrhées ou nausées, je n'aurais pas tendance nécessairement à recommander des probiotiques. Puis, tu sais, je ferais surtout attention dans les 2 semaines après là, la chimiothérapie, vu que nos neutrophiles, comme j'expliquais, sont vraiment à leur plus bas, puis en théorie, on est beaucoup plus immunosupprimés. Donc, tout dépend vraiment de la situation. Mais voilà, tu sais, je pense que ce n'est pas nécessairement quelque chose qui se prête à un effet secondaire dû au traitement du cancer. Donc, ce n'est probablement pas le truc le plus indiqué. La question, est-ce que c'était plus par rapport au risque qu'il y a ou est-ce que c'est indiqué? C'était vraiment juste pour savoir si c'était recommandé pour OK. maintenir la santé intestinale liée Ouais. aux effets secondaires. Ouais. Oui, c'est ça. Dans le fond, on va parler, mettons, on va plus les recommander si on a une diarrhée qui est reliée, par exemple, aux antibiotiques, parce qu'au niveau des antibiotiques, on sait que ça vient vraiment détruire la flore intestinale. Donc, il y a certains antibiotiques qui sont beaucoup plus durs là-dessus, mais la chimiothérapie ne va pas avoir d'effet en tant que tel sur la flore intestinale, là. Donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est recommandé. Donc, on Merci n'a pour pas la de données. clarification. Ouais. On a une autre question. Celle-là est un peu plus spécifique. Alors, si tu n'es pas en mesure de répondre, peut-être je te mettrai en contact avec la personne qui la pose. La question se lit comme suit. Est-ce que le niraparib peut affecter le fonctionnement de la glande thyroïde? Je suis suivie en endocrinologie et à mes 2 derniers suivis, on a dû ajuster ma dose de synthroïde. Je me demande s'il peut avoir un lien avec le traitement. OK. Vite de même, moi, ça ne me dit rien. Il faudrait que je fasse des recherches, en effet. Est-ce que Roxane, tu as déjà entendu cet effet secondaire-là? De Hypothyroïdie, souvenir, puis... de Le souvenir, niraparib et la glande thyroïde. de souvenir, dans le fond, c'est pas nécessairement rapporté souvent. La question, c'est est-ce que ça peut être rapporté? Ça se pourrait quand même. Fait que ça serait quelque chose de probablement plus rare. Mais sinon, on pourra regarder plus en détail, voir si c'est quelque chose qui est rapporté pour ça. Parfait. Ouais, Alors, en fait, je vous mettrai en lien avec celle qui a posé la question, puis vous pourriez regarder ça ensemble. parfait, super gentil. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je vais vous laisser encore quelques minutes. Ou sinon, vous pouvez tout simplement poser vos questions à vive voix là, et mettre votre micro si jamais vous êtes à l'aise. Alors, le silence m'indique qu'on n'a probablement aucune question. Par contre, Samuel, juste te dire qu'on a beaucoup de beaux commentaires à ton égard. Belle présentation, très intéressant, très pertinent. Alors, un gros bravo. Je pense que la présentation était informative, pertinente. Tu nous as donné énormément de bons conseils. Je vais vous envoyer les coordonnées de Samuel et Roxane par courriel aussi. Alors, si jamais vous-même vous voudriez communiquer avec eux, il n'y aura aucun problème. Alors, Samuel, je te remercie pour ta présentation ce soir. Merci beaucoup à Roxane et à la pharmacie La Rivière-Mascotte pour nous avoir permis cette belle présentation-là ce soir. Est-ce que Samuel, Roxane, vous aviez un petit mot de la fin? Je voudrais souhaiter bonne continuité à toutes les femmes. J'ai vu qu'on avait beaucoup de femmes atteintes du cancer de l'ovaire, ce qui était anticipé. Mais bonne continuité à tout le monde. Puis encore une fois, merci de votre présence, puis continuez de vous impliquer. Je pense que c'est important, puis ça facilite vraiment le processus. Donc, je vais penser à vous. Bonne chance. Merci beaucoup d'être venu, c'est très apprécié.